Vous allez voir, on a prévu une heure du dîner un petit peu plus longue, donc vous allez pouvoir poursuivre vos conversations sur l'heure du dîner. Mais pour le moment, c'est un moment vraiment intéressant qui s'en vient. On a un premier panel ici qui va mettre en lumière différentes entreprises qui offrent des activités mycotouristiques. Donc, quelles œuvrent dans le domaine depuis les années 90 ou depuis quelques années? Bien, ces entreprises-là ont un vécu et de belles expériences à vous partager. Permettez-moi de vous présenter notre premier panéliste. Vous allez découvrir à travers les histoires des parcours vraiment, vraiment extraordinaires. Donc, je vous demande d'être bien à l'écoute de l'introduction de chacun des panélistes. Monsieur Renaud Longré de l'entreprise Myco Silva. Monsieur Longré est un ancien forestier et un botaniste qui prend plaisir à partager ses connaissances et son émerveillement pour la forêt et pour les champignons forestiers. Il est sans contredit l'un des pionniers du mycotourisme au Québec. Situé à Mont-Saint-Michel, dans les Hautes-Laurentides, l'entreprise familiale offre des activités de découverte de champignons forestiers depuis 2001, en plus de cueillir et commercialiser les PFNL. Pour Monsieur Longré, le mycotourisme est la clé qui a permis à l'entreprise de venir au monde et de durer dans le temps. Mentionnons également le travail de formation et de sensibilisation effectué par Monsieur Longré pour les jeunes et auprès des communautés autochtones dans le but d'augmenter leurs connaissances sur les champignons et les PFNL, les encourager, développer à leur tour aussi des activités mycotouristiques et former la relève. L'entreprise Myco Silva offre entre autres des activités guidées de découverte des champignons forestiers et des fins de semaine mycogastronomiques en collaboration avec des lieux touristiques et des chefs. Je vous demande d'accueillir Monsieur Renaud Longré. Vous pouvez prendre place, Monsieur Longré. Maintenant, Madame Nadia Vaillancourt de l'entreprise La Cabotine Saveur Indigène. Madame Vaillancourt est une biologiste spécialiste de la forêt québécoise et mycologue depuis 1996. Elle possède 30 ans d'expérience en animation et interprétation auprès de diverses clientèles. C'est également une pionnière du mycotourisme au Québec. Située à Saint-Angèle, au cœur des vallons de la Métis au Bas-Saint-Laurent, la Cabotine Saveur Indigène est une entreprise spécialisée dans la cueillette et la transformation des produits sauvages comestibles et offre des ateliers de découverte des champignons forestiers et autres plantes comestibles depuis plusieurs années. Mycologue itinérante, la propriétaire collabore avec différents territoires du Bas-Saint-Laurent, comme le parc régional de la rivière Métis ou le parc côtier Kiskotuk. L'entreprise offre, entre autres, des activités guidées de découverte des champignons sauvages, des activités sur les champignons et les plantes comestibles et des causeries sur la mycologie. Merci d'accueillir Madame Nadia Vaillancourt. Pour ce qui est de notre troisième panéliste, Monsieur Luc Godin de l'entreprise Champignons Boréal. Champignons Boréal alimente un vaste réseau de restaurants, transformateurs, microbrasseries et microdistillateurs. L'entreprise est reconnue pour la qualité de ses produits sauvages. Biologiste spécialisé en environnement et en mycologie, M. Godin est impliqué dans l'ACPFNL et il enseigne aussi au Cégep de Saint-Félicien dans un programme sur la cueillette et la commercialisation des champignons forestiers et autres PFNL depuis de nombreuses années. Depuis 2014, l'entreprise se spécialise dans l'organisation d'activités guidées et des formations diverses mettant en valeur les PFNL. Principal donneur de services mycotouristiques de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sinon le seul, Champignons Boréal fait des collaborations avec différentes entreprises et organisations de la région, notamment le parc Aventure Cap-Jaseux. L'entreprise offre des activités guidées d'initiation à l'identification et à la cueillette de champignons forestiers, des activités guidées d'initiation à la cueillette de morilles, des activités guidées sur des lots privés sur demande, ainsi que plusieurs formations en présentiel ou en ligne. Merci d'accueillir Monsieur Luc Godin. Voyez, hein, je vous l'avais dit qu'il y avait des belles histoires. Ça continue. Quatrième panéliste,
Madame Lorraine Allais de l'entreprise Les Champignons du Lac-Édouard. Les Champignons du Lac-Édouard est une entreprise mycotouristique qui fait aussi la cueillette et la vente de produits transformés aux champignons forestiers depuis 2015. L'entreprise est l'un des attraits du village de Lac-Édouard en Haute-Mauricie et elle y fait monter beaucoup de monde à ce qui paraît. Avec son intérêt pour les champignons datant de 1995 et son background en tourisme, Madame Lorraine Allais est une guide généreuse de son temps et de ses connaissances. Attrait important de l'entreprise, le tipi dans lequel sont reçus les mycotouristes qui veulent découvrir les champignons forestiers. La propriétaire étant également artisane, on trouve une boutique sur place dans laquelle on peut se procurer différents produits forestiers comestibles, ainsi que beaucoup d'objets d'artisanat et de bijoux qui intègrent également les champignons. L'entreprise offre entre autres des activités guidées de cueillette de champignons pour différentes clientèles. Merci d'accueillir Madame Lorraine Allais. Notre avant-dernier panéliste, Judith Noël Gagnon de l'entreprise La Myco-Boutique. Biologiste formée à la cueillette de champignons par l'Institut de technologie agroalimentaire Campus La Pacatière, elle était animatrice au Biodôme de Montréal avant de se lancer dans l'aventure de la Myco-Boutique en 2004. Bien connue des amateurs de mycologie, la Myco-Boutique est née d'une collaboration père-fille. Au départ, le concept de magasin général du champignon était une proposition inusitée. Mais aujourd'hui, la Myco-Boutique est une vraie référence au Québec. On y trouve tout autour du champignon tout ce que l'on pourrait avoir besoin. Leur offre mycotouristique s'est développée à partir de 2007. Parmi les pionniers, la Myco-Boutique offre des activités directement à la boutique, ainsi que de nombreuses excursions dans des sites à moins de 120 km autour de la ville de Montréal. L'entreprise offre entre autres des excursions guidées à la découverte des champignons sauvages, des ateliers sur la culture de champignons, un cours de 3 jours chasseurs-cueilleurs de champignons pour former des guides mycotouristiques, également des formations virtuelles sur les champignons sauvages. Merci d'accueillir Madame Judith Noël Gagnon. Notre dernier panéliste, mais non le moindre, Jean Marcon, de l'entreprise La Vie est moche. Qui a dit que la retraite était de tout repos? Notre prochain invité a fait de la sienne un levier au service des gens. Dans le domaine depuis 2014, Jean Marcon a ainsi lancé officiellement son entreprise au moment où il a pris sa retraite en 2020. La Vie est moche est une entreprise de mycotourisme qui organise différentes activités de découverte dans les forêts du Haut-Pays de Kamouraska. Le site principal de La Vie est moche est en plein développement sur les lots à bois du propriétaire, situé sur la traverse Meunier à Saint-Bruno de Kamouraska. L'entreprise se caractérise par de nombreuses collaborations qu'elle met en place avec différents intervenants de la région, comme la pourvoirie des Trois-Lacs, par exemple. L'entreprise offre, entre autres, des activités guidées de découverte des champignons forestiers, des activités d'interprétation de la culture des champignons également, une vitrine de culture. Veuillez accueillir Monsieur Jean Marcon. Je vous présente maintenant l'animateur de ce premier panel, Monsieur Sam Shaib-Draha. Sam Shaib est titulaire d'une maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers et coordonnateur de l'ACPFNL. Depuis sa création en 2013, l'ACPFNL est l'organisation sectorielle qui représente le milieu des produits forestiers non ligneux, à l'échelle de la province et compte des membres dans plusieurs régions du Québec. Merci d'accueillir Sam Shaib-Draha. Mais où? Je reste debout. Donc bonjour à tous. On a simplement 1 heure. On a 6 panélistes. Donc on va essayer d'être efficace dans nos réponses, bien sûr. Et on va y aller par binôme. On va y aller 2 par 2 pour 10 minutes chacun et ensuite je vais ouvrir une question à la fin pour tout le panel. Mais s'il y a des choses qui vous brûlent la langue, que vous voulez absolument intervenir, vous êtes tout à fait les bienvenus pour le faire. Je vais commencer par Nadia et Renaud. Excuse-moi, Renaud. Je vais commencer avec Nadia et Renaud. Par rapport à
vous avez vu le milieu évoluer au fil des années, hein, 30 ans, 20 ans de carrière dans le domaine. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur comment vous avez vu cette évolution se faire? Comment, quand vous commenciez, le monde des champignons était-il perçu? Le mycotourisme, la crédibilité du secteur, le type de clientèle qui vient vous voir. Si vous pouvez un peu nous parler de comment ça a évolué depuis toutes ces années, depuis que vous avez commencé. Peut-être commencer avec Renaud. Merci, Sam. Oui, ça fait déjà un petit temps qu'on a fait notre première activité mycotouristique dans les Hautes-Laurentides. C'est un peu par obligation, parce que, bon, étant forestier, étant blessé, il fallait que je me renouvelle, il fallait que je trouve une solution. Et quoi de plus agréable que de transformer une passion en source de revenus. Donc, on a commencé cette première activité-là en faisant tout simplement une feuille 4x8, mettre sur le babillard du dépanneur au village et sur le babillard de l'hôpital à la ville-centre. Et le matin même, on avait 2 groupes de réservés. Donc, je vais peut-être en décevoir certains en disant que, à mes yeux, l'engouement n'a pas dérougi depuis 20 ans. Il était déjà là, voilà 20 ans. Il y avait bien sûr plus de crainte. Il y avait bien sûr des gens qui avaient peur. On a même vu des gens faire des détours devant des kiosques de champignons par crainte. Je sais pas quoi. Les sports. Mais par contre, les gens qui s'y sont lancés dès cette époque-là, c'était un succès instantané. L'expérience, les gens revenaient pour une deuxième fin de semaine, des fois la semaine suivante. Ça a été un franc succès. Et avec le temps, on a développé toutes sortes de variantes avec les pourvoiries, en faisant des expéditions sur plusieurs jours. La demande n'a cessé que d'augmenter. Je vous dirais que en 20 ans, là, si j'ai dépensé 100 $ en publicité pour mes activités mycotouristiques, c'est le maximum. Ça compte, ça inclut mon site Internet, en fait. Et c'est tout. On n'a jamais été obligé de faire des efforts pour remplir des groupes. Je me souviens où on a lancé des appels où on avait 120 demandes. On a été obligé de faire 4, 5, 6 groupes là, pour pouvoir combler la demande. Évidemment, ça m'a fait prendre conscience, finalement, en amenant les gens dans le bois qu'il y avait vraiment beaucoup de champignons, encore bien plus que je pensais. Et on a commencé la commercialisation. On a délaissé le mycotourisme un petit peu, puis on s'est investi dans la cueillette, le développement des cueilleurs, le développement d'une mise en marché, etc., pour finalement se rendre compte qu'on courait après notre queue. J'espère que vous m'entendiez bien. Je viens de me rendre compte que le son est différent quand je rapproche le micro. Donc, pour finalement se rendre compte que c'était ça, le vrai jackpot. C'était pas la mise en marché dans un contexte où tout devait être fait, mais c'est, dans le fond, de développer le mycotourisme. Et on est revenu, on a limité notre marché au circuit court, on a limité nos cueillettes, on a limité notre nombre de cueilleurs, et on a multiplié nos activités mycotouristiques. Et tout ça ayant comme résultat d'être moins fatigué, d'avoir plus de plaisir et de gagner plus d'argent. Ça fait que l'évolution, oui, je dirais que l'engouement, il n'a pas changé, il est peut-être plus fort, il y a de plus en plus de profils différents. C'est-à-dire que si je prends, mettons, l'année qui vient de se passer, j'ai vraiment une répartition de un tiers de clients locaux, donc qui viennent du fameux 40 km et moins, de touristes régionaux qui viennent d'autres régions, des fois aussi loin que Montréal ou même la Mauricie, des fois, et des touristes internationaux qui sont en visite, qui entendent parler de l'événement et qui se garochent pour venir s'inscrire. Donc, c'est ça le portrait. Au début, c'était principalement des gens locaux. Et voilà. Pour vous dire aussi à quel point ça a changé, j'ai été invité, là, déjà plus de 15 ans, dans une association de syndicats de producteurs de bois. Et on m'a approché à ce moment-là pour monter une activité pour les conjointes des producteurs. Oui. Alors qu'aujourd'hui, ça devient l'activité principale dont tous les producteurs de bois sont intéressés d'aller là vers ça. Donc voilà, c'est comme ça. Puis dernière petite anecdote, la première sortie qu'on a fait, c'était un groupe de l'hôpital, c'était un groupe de pharmaciennes.
Et puis, on fait la sortie, on fait le nettoyage, la cuisson, la dégustation. Et à la fin du repas, une des pharmaciennes me demande « Renaud, ça fait longtemps que tu fais ça? » Et je lui réponds « Ben, vous êtes mon premier groupe. » Et là, il y a eu un déglutinement de tout le monde et des points d'interrogation. Mais voilà, c'est ça. C'est pour tout ça pour dire que c'est, pour moi, j'ai toujours trouvé que ça a toujours été aussi populaire et la réaction, aussitôt qu'on offre un produit, la réaction est en fait, on est obligé de se cacher un petit peu, parce qu'à un moment donné, on peut même venir qu'à brûler la chandelle par les deux bouts. Si on travaille la semaine, on fait des activités la fin de semaine, puis que là, ça vient. Ça fait que oui, le mycotourisme nous a permis de mettre de côté plus le stress qui vient avec la productivité et de pouvoir vraiment vivre notre passion en la partageant. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus accrochant, là, je dirais, dans ma démarche, dans la démarche de Myco Silva. C'est ça qui a été le plus agréable. Merci, Renaud. Nadia? Ça fonctionne dessus, oui, OK. Donc, c'est ça. En fait, je vais juste faire un petit rectificatif. Ça fait pas 30 ans que je fais des activités de myco-interprétation. Par contre, ça fait 30 ans que je m'intéresse de façon très, très approfondie au sujet. En fait, tout commence, en vrai, tout commence en 95, quand je m'en vais en Russie faire un voyage d'une connaissance que j'ai rencontrée dans un chantier jeunesse. Puis, on va en forêt ensemble. Je m'intéressais déjà énormément à la forêt. J'étais biologiste, je travaillais en interprétation sur d'autres aspects, là, les plantes, tout ça. Et là, on m'emmène en forêt, souvent pendant mon séjour d'1 mois en Russie. Là, je réalise que le gars, il est ingénieur en quelque chose, je me rappelle plus trop, puis lui, il connaît ça, les champignons, comme le bout de ses doigts. Là, on va dans des parcs urbains la fin de semaine, tout le monde cueille des champignons. Là, j'ai comme un choc, je suis comme, ah! Moi, je m'intéressais à ça au Québec, je passais pour une flyée, tu sais. Puis là, finalement, là, tout le monde, la fin de semaine, c'est envahi des gens qui sortent de leur appartement puis s'en vont faire de la cueillette. Fait que là, ça... Aïe, c'est fou. Les gens ici, ça fait partie de leur culture depuis des centaines d'années. Alors, là, en 96, je m'engage je vois une offre d'emploi, bingo, c'est un projet de recherche, ça s'appelle les champignons de l'Est. On est dans l'Est du Québec pendant 6 mois, on est en forêt, on fait de la recherche sur les liens champignons et arbres. Puis, il y avait aussi un volet commercialisation là, des champignons sauvages à ce moment-là. Donc, pendant 6 mois, on est immergés. Là, on est un groupe il y a des techniciens forestiers, il y a toutes sortes de monde. Puis, on est logés là, c'est à Côte-Nord, on est au Saguenay. Puis, on fait pendant 6 mois juste ça, de la mycologie puis de la recherche. Fait que là, bingo, c'est parti. Les années suivantes, je fais un petit peu d'interprétation, mais je continue à travailler dans le domaine de la biologie, tout ça. Puis, quand on va en expédition, par exemple, ben là, on allège le poids des sacs à dos. À chaque soir, on a des champignons au menu. On est parti 1 mois. Ben, pendant 1 mois, on a des champignons au menu. Toutes ces expéditions-là. Donc, à un moment donné, les fils se touchent là, autour de 2010. Là, je suis biologiste terrain, puis j'adore les champignons. Fait que je me dis, pourquoi j'en ferais pas un métier? Puis là, en 2013, ben, l'aventure de la cabotine commence. Donc, on est présent dans les marchés publics, dans l'Est du Bas-Saint-Laurent. On fait des activités d'interprétation depuis ce temps-là. Ben, je dis « on » est en jeu parce que si j'ai une petite équipe, là, comme mon conjoint qui cueille des champignons avec moi, mes ados aujourd'hui, qui n'étaient pas des ados à l'époque. Donc, j'ai une petite équipe de cueilleurs l'été. Donc, pour les activités d'interprétation, je suis la seule dans l'entreprise qui les fait jusqu'à aujourd'hui. Puis, on collabore avec des chefs dans la région. Je suis beaucoup dans le circuit court et tout ça. Donc, pour moi, le mycotourisme, ce n'est pas seulement des activités d'interprétation, c'est aussi collaborer avec des chefs qui, eux, les mettent dans leur assiette, puis qu'on a vraiment une collaboration serrée, qui vont raconter l'histoire des champignons, qui vont l'offrir sur leur table. Puis aussi avec différents partenaires dans notre milieu. Puis en marché public, comme on fait de la soupe des fois le samedi aux champignons, tous les samedis d'automne, comme on a l'occasion de voir des centaines et des centaines de personnes, je dirais des milliers de personnes au fil de la saison, donc on a l'occasion d'échanger avec les gens, de leur faire découvrir des nouveaux champignons qu'on a cueillis pendant la semaine. Puis, je ferai un petit parallèle avec une petite anecdote que Renaud disait tantôt au niveau de l'évolution de la clientèle. Il y a 10 ans, on rencontrait, je me rappelle la première saison qu'on a faite en 2014 au marché de Rimouski. Il y a un monsieur qui me dit, sa conjointe s'avance, « Ah, il y a des champignons, enfin, c'est donc belle fun! » Là,
Mon conjoint, il fait un pas en arrière, il dit, moi, j'aime pas ça, les champignons. Là, je regarde le monsieur, je dis, aimez-vous les légumes, monsieur? Il dit, ben là, ça dépend lequel. Là, je dis, ben, c'est exactement la même chose avec les champignons. Vous devez découvrir les textures, les saveurs. Donc, là, votre femme, je vous invite à être ouvert. Votre femme va faire une recette avec le champignon mort ce soir. Donc, vous allez voir, c'est pas du tout avec le champignon de Paris. Donc, j'ai plus ça, ce genre de commentaires-là au marché. Donc, il y a toujours des gens qui aiment pas les champignons. Ça, c'est correct, mais on a une espèce d'ouverture qui s'est faite. Puis, si au début, les gens étaient beaucoup dans l'appréhension, ben je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'ouverture parce que je pense que la curiosité culinaire des gens s'est développée, le désir d'autonomie des gens s'est développé aussi, particulièrement avec la crise de la COVID. Puis aussi, si au début, les gens s'intéressaient beaucoup aux plantes comestibles, il y a beaucoup un intérêt pour les champignons. Moi, je pense que c'est vitesse grand V depuis les années 2000, je dirais. Encore plus depuis 5 ans, je dirais, à vitesse grand V. Donc, effectivement, je pense que le défi, c'est beaucoup... nous, on a une gamme de produits transformés, autant là, au niveau des petits fruits, des tisanes, que les épices, champignons. Puis c'est comme un petit peu... moi, je suis rendue là, j'essaie de dégager les samedis, d'envoyer d'autres gens au marché public pour consacrer mes samedis aux randonnées guidées parce que effectivement, je fais pas trop de publicité parce que voilà, donc pour être capable de pas trop dire non, j'aime pas ça dire non. Fait que donc justement pour éviter jusqu'à maintenant, tu sais, toute la logistique, la planification, j'ai développé beaucoup des collaborations avec des différents OBNL, des municipalités, même des camps de jour. Là, sur semaine, je vais dans les camps de jour. Puis une des plus belles expériences que j'ai vécues, c'est vraiment dans notre coin, on a un programme Faune Nature Études avec une polyvalente. Puis là, au début, quand ça a été proposé, les gestionnaires du projet étaient là, ouais, les champignons, tu sais. Puis finalement, ils capotent. Les jeunes, la réponse est incroyable. Imagine, on en amène des ados pour cueillir. Au début, ils lançaient des champignons. Il fallait les retenir un petit peu. Tu sais. Puis là, tu sais, les cadrer, leur parler de respect de la nature, même si c'est renouvelable. Tu sais, tout cet aspect-là. Donc, par la mycologie, on aborde vraiment différents aspects. Justement, la cueillette, tout le côté éthique, le respect du prochain, la prochaine personne qui va passer derrière eux, la beauté de la chose. Puis fait qu'on les amène cueillir, on les amène identifier, on les amène, on fait des activités en cuisine après avec les résultats de notre cueillette. Donc, c'est vraiment intéressant de voir. Moi, je trouve ça, je pense que c'est ma plus belle paye à date, c'est d'avoir vu ces groupes d'ados-là s'intéresser puis avoir plein de photos Facebook sur notre groupe Messenger qui, là, à la fin de semaine, ils capotent, ils prennent des photos. C'est merveilleux. Donc, alors voilà. Donc, dans les camps de jour aussi, cet été, on a commencé là, des activités de cueillette. Donc, c'est vraiment le fun. Alors, donc, je pense que c'est de diversifier. Il y a de l'avenir. Puis, mais il faut le faire de façon concertée pour pas s'épuiser. Là. Donc, c'est ça, absolument. Donc, garder nos dimanches en famille. Puis, voilà. Merci. Merci. On va passer à notre autre binôme, mais je peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire d'orientation, admettons, de la mycologie dans le monde. Il y a 2 points qui ont été importants. Il y a plusieurs pays du monde où les pharmaciens sont obligés de faire des formations de mycologie et l'identification des champignons se fait à la pharmacie. Si tu trouves un champignon, tu peux demander à ton pharmacien. Donc, ils sont comme formés en France, par exemple. Et la Russie est un des grands pays mycophiles du monde. Par exemple, l'intérêt que les Scandinaves ont pour les champignons, ça vient directement de la Russie. Et il y a beaucoup à s'inspirer, bien sûr, parce que c'est aussi un des grands peuples boréals. Donc, juste 2 parenthèses, mais on va revenir à vous deux à la fin. Notre deuxième binôme, Luc et Judith. Je sais pas si tu peux prendre un micro. Vous avez tous les deux, vos entreprises, fait plusieurs activités de mycotourisme, bien sûr, les activités d'introduction là, à la mycologie, au monde des champignons, mais aussi d'autres formules que vous pourriez nous parler. Puis ma question, c'est à savoir quels sont les facteurs de succès d'une activité mycotouristique après toutes ces prototypes que vous avez faits et toutes ces sorties. Qu'est-ce qui ressort vraiment comme les points forts pour les participants puis qui fait que l'expérience vaut la peine et peut-être un format que vous avez reproduit avec le temps, si vous pouviez en glisser un mot. Luc, peut-être? Oui, alors moi j'ai sorti 3 points selon moi, là, 3 facteurs qui sont importants. Le premier, c'est vraiment le personnel. Donc la personne qui va être sur place, qui va donner la formation, c'est vraiment le secret.
Je vous donne un exemple. Nous, on fait affaire avec un site touristique, j'en parlerai tout à l'heure. Mais vous allez faire une sortie de mycotourisme avec un groupe. Vous allez aller en forêt, par exemple. Pascal pourrait me dire, ben Luc, au mois de juillet l'année prochaine, veux-tu venir faire une sortie ici au Kamouraska avec un groupe? Je dirais oui, sans jamais avoir été en forêt. Je suis certain que les gens qui viendraient avec moi seraient satisfaits de la sortie que je ferais avec eux. Parce que j'ai les connaissances et je suis capable d'amener les gens à s'intéresser, même si on trouve peu de champignons. Je vais être capable de vulgariser, de leur présenter des plantes, des fruits, de les intéresser à ce qu'ils vont avoir en forêt, ce qu'on va trouver. Donc, c'est vraiment la base. Nous, on offre les sorties de mycotouristes depuis 2015 à peu près. Ça fait 7 ans. Et c'est toujours moi qui les a donnés. Ma conjointe qui est là, elle s'occupe plus des sorties au niveau des plantes. Fait que on offre mycotourisme et on n'a pas encore de nom, mais peut-être phytotourisme. Là, on y trouvera un nom plus tard, là, mais vraiment au niveau juste des plantes. Et c'est toujours moi qui a donné les sorties de myco. Et l'an passé, ben on a engagé quelqu'un qui est ici d'ailleurs, hein, Catherine, qui a fait nos sorties de mycotourisme pendant la saison. Donc, on est content. On a réussi à se trouver une guide qui connaît les champignons, qui est capable de transmettre ses connaissances. Et on est très heureux parce qu'elle revient cette année. Hein. On manque de personnel partout, donc merci à toi. Donc, c'est vraiment, là, je vous dirais, la base. Si vous engagez quelqu'un qui connaît les champignons puis qui est pas capable de parler avec les gens, qui est pas capable de vulgariser, selon moi, c'est pas viable là, pour faire des sorties de mycotourisme. Le deuxième point, le deuxième facteur que je trouve important, c'est vraiment le site. Nous, on a la chance de travailler, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, avec le Parc Aventure Cap-Jaseux, qui est une organisation qui est située à Saint-Fulgence au Saguenay, qui est déjà un site touristique connu à la grandeur du Québec. Ils vont offrir des sorties de kayak, des sorties de via ferrata, d'arbre en arbre. Il y a un site de camping sur le territoire du parc. Et leur territoire, c'est un site privé. Donc, personne n'a le droit d'aller faire de la cueillette, sauf nous, pour l'activité de mycotourisme. Ce qui fait qu'on est en mesure d'offrir des sorties de qualité de la 2e semaine de juillet à aller jusqu'à la 1re semaine d'octobre, à tous les samedis matins, et on manque pas de champignons. Oui, on arrive qu'on a des surprises parce qu'il y a des cueilleurs un peu qui viennent de façon illégale cueillir, mais on a réglé le problème dans les 2 dernières années. On a installé des caméras parce qu'on connaît les spots, puis eux les connaissent. Hein. On arrive, les pieds sont coupés. Fait qu'on a installé des caméras de chasse. Puis c'est arrivé l'an dernier, où il y a 2 ans, à 6 heures du matin, je me fais réveiller, je reçois une photo sur mon cellulaire. Hein, je le connais, lui. J'ai envoyé un texto, j'ai dit, c'est que tu fais sur le site? Je m'excuse. Fait qu'on est capable de, tu sais, on connaît les gens qui y vont, fait qu'on est capable de les reconnaître comme ça. On en a vu d'autres sur les caméras. J'ai appelé au parc, j'ai dit bon, il y a telle personne qui est en train de cueillir tel endroit d'un sentier. Les responsables du parc sont allés, l'ont intercepté, ont dit ok, vous avez pas le droit de cueillir. Bon, fait qu'on est capable comme ça avec des sites privés. On parlait de pourvoirie tout à l'heure, qui est un autre bon exemple. De s'assurer de faire vraiment des cueillettes et des sorties qui sont intéressantes pour le public. Et en 3e facteur, ce que je mettrais, c'est la ressource. Contrairement à ce que bien des gens vont penser, la ressource, pour nous, c'est pas la priorité. On va prendre un groupe de 20-25 personnes, on va les amener en forêt, qu'on cueille, je vous dirais, 10 champignons ou 200 champignons, ils vont être autant satisfaits si on est capable de leur donner les connaissances sur l'habitat, sur qu'est-ce qui se passe avec le champignon, avec telle essence d'arbre, avec telle essence de plante. Donc, les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir du volume quand ils viennent faire une expérience de mycotourisme. Ils ont besoin d'avoir des connaissances et aussi de voir les critères, hein, parce qu'on donne une petite formation théorique avec certaines notes. Donc, on leur explique les critères par rapport, par exemple, aux chanterelles, les champignons à lame, les champignons avec des plis. Donc, ils ont besoin d'avoir ces connaissances-là. Et ce qu'on offre aussi par la suite, à la fin de l'activité, c'est aussi une petite dégustation. Parce que oui, on n'est pas obligé de ramasser 10 kilos de champignons, mais on s'assure toujours d'en amener nous-mêmes pour la dégustation, pour que les gens soient capables de repartir avec ce qu'ils ont cueilli. Hein, donc, on leur fait goûter à ce qu'on cueille, et par la suite, eux vont pouvoir reproduire ça chez eux avec des gens, avec la visite. Donc, on s'assure vraiment que les gens soient satisfaits du service, et on n'a pas besoin de volume. Fait que faites-vous-en pas avec ça. Si vous amenez un groupe et vous ramassez pas 5 kilos de champignons, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le mycotourisme, c'est que vous allez cueillir 10 kilos de chanterelles en forêt, vous allez la vendre 30, 40 kilos au restaurant, bon, ben vous avez 300, 400 $. Vous allez amener un groupe de 25 personnes qui vont payer chacun 40 $.
Donc, on est rendu à, on n'a pas besoin de faire le calcul, là, c'est beaucoup plus intéressant, et on va accueillir seulement 1 kilo et non 10 kilos. Donc, pensez à ça, là, c'est vraiment, selon nous, là, c'est vraiment la recette gagnante, là, pour continuer et développer cette activité-là. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Ben, merci de l'invitation. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, évidemment. Pour moi, la clé du succès, c'était ta question, Ouais, exact. un peu. Donc, c'est la connaissance. Nous, ça fait plus de 18 ans qu'on est en affaires, puis ça fait depuis 2011 qu'on fait des excursions guidées et elles sont toujours complètes. Donc, l'achalandage est là, le marché est là. C'est plus le temps qui nous manque. Je pense que les autres panélistes en ont fait mention. Là, ça occupe beaucoup les fins de semaine. Les plus belles semaines d'été, c'est nous, on travaille, les gens s'en vont, voyagent. Nous, on est là, puis on occupe les touristes. C'est plaisant, mais ça demande personnellement beaucoup d'énergie quand même. Donc, il faut y réfléchir quand on s'entreprend, on se lance là-dedans. Là, si on a une famille, ainsi de suite, ça peut nous priver de nos familles des fois. Donc, il faut être équipé avec un partenaire ou une partenaire qui est là pour rester avec les enfants quand nous, on s'occupe de nos groupes. Donc, la connaissance, nous, on offre un cours de 2 jours plus une sortie en forêt pour devenir guide mycologique. Je pense qu'à travers ça, quand on possède la connaissance, on est capable d'offrir un service intéressant. Le goût de partager ces connaissances-là aussi. Donc, la facilité de parler avec les gens, le désir aussi de transmettre quelque chose et la gestion du groupe. Un groupe de 25 personnes, ça peut des fois être difficile à gérer en forêt. Je vous dirais, des fois, je vais en forêt avec des enfants, c'est plus simple d'aller en forêt avec des enfants qu'avec des adultes. Et on donne des consignes au départ, les consignes sont claires. Sifflet, façon de se regrouper. Mais j'ai perdu personne encore. Et puis, un truc, là, si vous voulez que le monde reste à côté de vous, au début, vous dites, ici, il y a des ours. Alors, là, je vous jure que le groupe reste collé à vous tout le long de la randonnée. Je me suis dit que je m'en servirais là, à l'avenir parce que ça a vraiment un impact majeur. Mais donc, la connaissance, la sécurité. Donc, s'assurer de la sécurité des participants. La sécurité, ça passe par une assurance. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est essentiel et c'est difficile à trouver et très dispendieux. Donc, ici, c'est une initiative. Bien, je pense que l'initiative est lancée de trouver finalement des façons d'assurer les guides mycotouristiques à moindre coût. Et pas par des entreprises qui sont à Londres et qui connaissent rien de ce qu'on fait. Je pense que Desjardins pourrait être un bon porteur de cette assurance-là. Ensuite, le site, t'en as parlé. Nous, on est en milieu urbain, évidemment, mais on va autour de Montréal, à 100-120 km autour de Montréal. Les sites sont difficiles à trouver, à fréquenter. Nous, on a des ententes avec des sites privés, avec des propriétaires de forêts privées aussi, mais ce serait bien si on était capable de fréquenter les parcs provinciaux et fédéraux. Actuellement, c'est pas permis de cueillir des champignons dans les parcs provinciaux et fédéraux. Par contre, on sait que la cueillette n'a pas d'impact sur le renouvellement de la ressource. Alors, je lance l'idée, est-ce que c'est possible de travailler avec les parcs pour permettre finalement à nos guides ou futurs guides mycotouristiques d'avoir des terrains sécuritaires avec des facilités d'accès, donc toilettes, stationnement, des sentiers balisés. Donc ça pourrait être dans l'avenir un projet aussi à développer, mais c'est une clé de succès actuellement pour nous. Si on a un site qui est facile d'accès, c'est sûr que ça aide, évidemment. Finalement, je voulais vous dire aussi, donc c'est ça, connaissance, assurance, sécurité, le site. Je pense que c'est pour moi les 4 clés du succès. Puis le plaisir aussi d'être avec les gens, de partager sa passion, puis peut-être de faire rhizomer
notre passion. C'est tout. Juste dire un petit mot pour ce que Judith a dit tout à l'heure. On parlait de parcs, là, les parcs nationaux. Ton Pour vous micro. donner une idée, là, il y en a qui sont ouverts. Il y a quand même certains parcs, certains gestionnaires qui sont ouverts. Nous, on l'a fait pendant 2 ans au Saguenay, au parc des Monts-Valin, parc national des Monts-Valin. On a offert des sorties de mycotouristes guidées. Il fallait rester dans les sentiers. On avait le droit de sortir un petit peu. Mais la pandémie est arrivée, puis on n'a pas continué, mais il y a de l'ouverture au niveau de certains parcs. La loi le permet pas. Il n'y a pas de prélèvement possible dans les parcs provinciaux. Donc, il y a des exceptions loin des centres urbains. Mais vous êtes chanceux d'avoir cette ouverture-là. Moi, je pense pas que si j'appelais Bromont, il accepterait. Pourtant, on est d'accord de faire du fat bike ou de faire des pistes de ski ou des condominiums. Et ça, c'est ce qui a l'impact qu'on a. C'est ça, c'est la perte d'habitat et c'est ça qui va faire que finalement, il n'y aura pas de champignons. Alors que nous, les cueilleurs de champignons, les guides mycotouristiques, on est là pour la protéger, cette belle forêt-là, et on veut la garder. Point très important, oui. Clair que le danger de la biodiversité, c'est pas tant les cueilleurs, quoique c'en est un, puis on essaye d'organiser ça, c'est beaucoup plus la perte d'habitat puis le développement. Puis clairement qu'une des missions du mycotourisme, c'est de créer l'amour et la relation avec le territoire qui permettra par la suite de protéger ces habitats-là. Notre troisième binôme, Lorraine et Jean. La thématique, c'est plus autour de l'établissement d'entreprise. Je pense que relativement, vous avez quand même une certaine ancienneté, mais peut-être votre entreprise est plus récente. Si vous pouviez nous parler de votre processus d'établissement, comment vous êtes allé chercher non seulement vos qualifications en termes mycologiques, mais aussi entrepreneuriales. Vous faites aussi partie des 2 filières, la filière de la Mauricie, la filière du Kamouraska. Comment l'intégration dans cette filière-là vous a aidé dans votre établissement. Donc, voilà la thématique qu'on explore en 10 minutes. Lorraine? D'abord, bonjour tout le monde. Ça me fait bien plaisir d'être ici pour vous parler de mon entreprise. Les Champignons du Lac-Édouard, c'est une micro-entreprise que je gère de A à Z depuis 2014 à peu près. Pour vous faire un petit parcours, moi, je suis née en ville, je suis née à Trois-Rivières, dans une ruelle où il n'y a pas d'arbres, où il y a juste de l'asphalte. Donc, je me disais, tout enfant, je regardais ça autour de moi, puis je me disais, m'as-tu passé ma vie ici, moi, là? J'aimais déjà pas ça, là, tu sais. Ça fait que là, à un moment donné, je suis montée, plus vers l'adolescente, je suis montée vers la Tuque. Puis là, moi, je restais près de la rivière Saint-Maurice, puis la rivière était bien polluée quand j'étais jeune. J'ai 66 ans. Donc, quand je suis arrivée à Tuque, puis j'ai vu la rivière Bostonnais, j'ai vu la rivière Croche, c'était tout propre, il y avait des plages, on pouvait se baigner. J'ai dit, moi, je m'en viens ici, c'est ça. Fait que là, je suis montée par en haut. Là, j'ai resté à la Tuque, j'ai resté à Bostonnais. Puis là, à un moment donné, mon conjoint me dit, on s'en va rester au Lac-Édouard. J'ai dit, t'es-tu fou? Je m'en vais pas rester là. Fait que là, on remonte au Lac-Édouard. Le Lac-Édouard, c'est à la même altitude que le barrage Gouin. Donc, c'est la forêt boréale qu'on a là-bas. Donc, quand je suis arrivée au Lac-Édouard, j'ai dit, ouais, ça a bien de l'allure. Je pense que je vais m'emmener ici. Fait que je suis arrivée au Lac-Édouard en 1993. Et là, ça a été le début d'une longue histoire avec le tourisme. Une histoire d'amour avec les touristes. Donc, j'ai fait de l'hébergement en tipi. On est arrivé en plein bois où il y avait absolument rien. On a fait un chemin, on a monté un tipi, 2 tipis, 3 tipis. On avait 6 tipis sur notre territoire. Et là, on a fait venir des touristes. Fait que là, je suis partie, je me suis en allée à Paris avec mon petit sac, puis j'allais avoir des clients, puis j'essayais de rencontrer des gens pour venir coucher dans mes tipis. Puis écoute, ça marchait, les Français, ils tripaient là-dessus ben raide. Fait que là, quand ils sont arrivés, eux autres connaissaient les champignons. Je dis, hein? Je connais pas ça, moi j'aimerais ça connaître ça. Fait que là, on s'en va dans le bois. Puis là, tu sais, j'avais beaucoup d'ouvrages, parce que je faisais tout là-bas, j'avais pas d'électricité. Fait que là, en faisant des randonnées avec eux, je prenais le temps d'aller faire des randonnées avec eux, ils m'ont transmis leur passion.
Donc, depuis ce temps-là, moi, j'ai pas arrêté de triper ces champignons. D'année en année, je tripe ces champignons. Fait que là, le directeur au développement de l'école de foresterie à La Tuque, il me téléphone, il dit, Lorraine, en collaboration avec Bioptère, il dit, on monte un cours de cueilleurs certifiés. J'ai dit, j'y vais, c'est ça. Tu sais, ça commençait, là, il y en avait quasiment pas, là. Fait que j'ai dit, j'y vais, c'est ça. Fait que je suis arrivée là-bas. J'ai pris mon cours, j'ai eu mon diplôme de cueilleur certifié. Fait que là, j'étais bien contente. Après ça, lui, il m'amenait partout. On allait aux réunions, dans le temps, c'est la CCHF. Maintenant, c'est la CPFNL. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont donné ma carte de cueilleur certifié. Et là, suite à ça, j'ai décidé là, il me dit, Lorraine, il dit, il y a une filière mycologique qui part en Mauricie. Il dit, c'est Patrick Lupion, il dit, qui s'occupe de ça. Il dit, va là. Il dit, on va y aller, je vais t'amener les premières fois. J'arrive là. Hey, moi, je capotais. Tout ce qu'il disait de faire, je faisais. Faut que tu prennes tel cours, Lorraine. J'étais au cours, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Ah ouais, non, j'ai tout fait. Et me voilà guide mycologue. Donc, j'ai développé aussi mon expertise pour amener les gens vers le Lac-Édouard parce qu'on passe pas au Lac-Édouard, on vient au Lac-Édouard. Donc là, c'était pas tout un cadeau de faire monter le monde là pour venir cueillir des champignons quand c'était comme peu connu. Cette année, j'entame ma 7e année en tant que guide mycologue. Donc, j'adore ça. L'accueil des clients, c'est super important. Il faut qu'ils se sentent en sécurité quand tu arrives. Moi, le matin, c'est comme toi, je fais ça de la mi-juillet au mois d'octobre, juste avant la chasse à l'orignal. On s'entend qu'on veut pas que nos touristes se fassent tirer. Là, fait que on les sort du bois quand arrive la chasse à l'orignal. Et là, on va cueillir. Moi, la manière que je procède, c'est que 1h30 de théorie dans mon tipi le matin, de 9h à 10h30. Ensuite de ça, on a une petite dégustation de chaque gars, c'est la pause pipi. Là, tout le monde prend connaissance, tout le monde se jase, puis après ça, on va à la cueillette. Et dans ma formation théorique, je donne des notions de cueillette, de séchage. Moi, la veille, je vais cueillir, OK? Et j'amène des champignons. Et là, quand j'ai un document que j'ai élaboré avec le site Internet, c'est bien important, un système de réservation. En passant, ça change une vie, là. Vous allez tout retrouver plein de temps que vous aviez pas quand vous l'aviez pas. Fait que là, j'ai mon panier de champignons. Donc, qu'est-ce qu'il faut apporter en forêt? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est des lamelles, ça, c'est des tubes, ça, c'est des aiguillons. Ils les prennent, ils les sentent. Tu sais, on gratte les aiguillons. Tu sais, toutes des petites notions comme ça. Moi, je suis visuelle, fait que je peux comprendre que quelqu'un a besoin de voir, OK? Donc, on fait ça, puis après ça, on s'en va en forêt. Petite dégustation, puis après ça, on s'en va en forêt. Moi, quand je suis en forêt avec les gens, jamais je vais cueillir pour moi. Je cueille toujours, je prends chaque individu. Ah, moi, je te trouve bonne là, dans le Nawar 25, la shot là, dans le bois. Là. Oublie ça, moi, 10, 15, c'est le maximum que je prends. Et je vais voir chaque personne pendant la cueillette et je mets des champignons dans leur panier. Tu me les donnes. Puis là, mon plus beau cadeau, c'est quand je leur dis, avant de partir pour la cueillette, on va cueillir ça, ça et ça. OK? Fait que là, il regarde ça, il arrive dans la forêt. « Lorraine, je pense que j'ai trouvé une chanterelle en tube. » Là, j'arrive. « Oui, c'est ça. » La personne qui l'a vu, la chanterelle en tube, là, elle va la reconnaître après. OK? Elle l'a vu dans son milieu naturel. Fait que ça, c'est vraiment un plus en tant que guide mycologue, d'être capable de transmettre ta passion. Je sais pas si ça paraît, mais je suis assez passionnée. Fait que je porte même un gilet avec des champignons dessus. Fait que là, la passion est là, c'est ça. Fait que moi, ça fait un bout de temps que je fais ça. J'adore ça, je continue. J'ai le vent d'un voile. Moi aussi, mes formations sont remplies. Puis je pense que je vais faire ça encore beaucoup d'années parce que j'ai préparé ma retraite. J'ai préparé c'est quoi les 3 affaires qui m'ont fait que j'ai fait guide mycologue, c'est premièrement transmettre ma passion, deuxièmement donner la sécurité aux gens qui vont en forêt, qui aillent en forêt pour cueillir des champignons sans avoir peur, et la troisième chose, c'est d'avoir un revenu. Mais tu t'improvises pas comme ça là pour avoir un revenu avec des champignons là, c'est un travail de longue haleine. Et avec Myco, en Mauricie, eh bien, le maillage, il s'est fait. C'est-à-dire que nous, les cueilleurs, on a le nom des chefs avec leurs coordonnées et les chefs ont les coordonnées des cueilleurs. Donc, on envoie la liste de prix et c'est parti. Ils font leur commande puis on va livrer. Donc là, la suite de
de mon entreprise, ça va être plus développé dans la Haute-Mauricie, parce que vu qu'on est un petit milieu, ben là, à la TUC, on peut pas dire que j'ai beaucoup de clients, mais là, ça ouvre tranquillement. Puis je suis très contente de revitaliser mon village avec mon entreprise touristique. En passant, on est 200 au Lac-Édouard de citoyens à l'année, là. Il y a beaucoup de villégiateurs, mais quand même 200, c'est pas gros. Fait que, mes voisins sont tous contents. Le samedi matin, c'est plein d'autos dans le parking. Et ils voient que, ça met de la vie dans un petit village forestier, parce que les gens me disent, t'es chanceuse, toi, Lorraine, tu restes en campagne. Non, je reste pas en campagne, moi, je reste dans le bois, là. Il n'y a pas de champ, il n'y a pas de culture chez nous, là. Fait que c'est du champignon forestier uniquement que je fais. Et je pense que je vais continuer longtemps. Génial. Jean? Bon, moi, comme plusieurs, on a un parcours un peu différent. Moi, je suis tombé là-dedans par hasard, là. C'était en 2015 que j'ai fait l'achat d'une terre forestière à Saint-Bruno-de-Kamouraska. C'était un peu un défi que mes enfants m'avaient lancé, parce que ça faisait longtemps que je disais que je voulais avoir une terre, mais là, je suis rendu à 57 ans, puis c'était pas encore fait. À un moment donné, mon garçon m'en a trouvé une. Que je suis tombé là-dessus, puis la journée que j'ai acheté ma terre, il y avait sur Facebook, il y avait une annonce qu'il y avait une formation de AEC pour les produits forestiers non ligneux, que je savais même pas c'était quoi, là, mais je me suis dit, il doit y en avoir sur ma terre, que je l'embarque là-dedans. Puis en embarquant là-dedans, ben là, je suis tombé dedans. Là, j'ai pas pu. Les seules personnes que je connaissais au Kamouraska, c'était les gens qui m'avaient formé, puis on a découvert le territoire. Puis même si c'était une formation de 200 heures, après une formation de même, on peut cueillir pour nous autres, mais c'est toujours le coup de pied qui nous fait aller un peu plus loin. Là, il fallait être peut-être un peu fou. Là. Mais moi, ma terre, je voulais pas la bûcher. C'était une terre qui avait été entretenue, plus ou moins. Là. Mais je trouvais ça trop beau. Moi, un arbre, s'il est gros, c'est parce qu'il est en santé, puis il va grossir. Puis s'il tombe, ben, il va avoir d'autres choses qui vont se produire après. Là, en tout cas, c'est sûr qu'on veut entretenir, mais on veut garder un peu la nature comme elle est, comme le cycle devrait être. Là. Que ce cours-là, comme je vous dis, ça m'a fait connaître beaucoup d'affaires sur les champignons. Puis j'ai voulu, après ça, il y a eu, avec Bioptère, il y avait une formation de producteurs forestiers de culture de champignons. Comme bien des gens qui s'intéressent à ça, ben je pensais que c'était ça qui allait être ma passion, cultiver. Mais je me suis rendu compte assez vite que pour cultiver une terre forestière, il faut être sur la terre forestière. Moi, je demeure à Montmagny, que ça faisait un peu loin aller checker mes champignons le matin. Là. Que en continuant avec ce cours-là, ben là, j'ai eu des formations avec de mycotourisme à la Pauvorerie des Trois-Lacs. Là, je me suis aperçu que le mycotourisme était pas mal plus intéressant pour moi. Parce que j'aime le monde aussi, mais j'avais toujours la crainte de pas être assez connaissant. Là, je suis pas biologiste, moi, puis je suis pas professeur, je suis pas forestier, je suis né au monde à Limoilou. Un peu comme Lorraine, là, il y avait les arbres qu'il y avait, c'était sur le terrain de l'église, puis le curé voulait pas qu'on aille jouer avec. Mais j'ai eu la chance, mes parents avaient un chalet à Berthier-sur-Mer, que j'ai eu la chance de travailler avec des cultivateurs. Dans les années 70, mais là, c'était pas l'agriculture comme il y avait aujourd'hui, là, que c'était pas mal plus manuel, puis j'aimais ça, ce travail-là. J'aimais la forêt aussi. Que petit à petit, le gros déclencheur pour partir de mon entreprise, ça a été un cours que j'ai suivi en 2021, un cours de guide interprète. C'est là que je me suis aperçu que quand on est interprète, on n'a pas besoin d'avoir autant de connaissances qu'un biologiste. Hein? Puis les gens qui viennent faire des tours en mycologie, ben en général, ils connaissent rien. Puis même des fois, juste les promener en forêt, puis leur offrir de la sécurité, c'est assez pour eux autres. Là. T'sais, on n'a pas besoin de sortir 50 sortes de champignons pour toutes les identifier. Les gens, ils sont en vacances, ils viennent passer un bon moment, ils sont en sécurité, puis on leur fait découvrir un territoire. Il faut aimer le territoire, il faut connaître un peu
la base des champignons, là, mais c'était ça qui était ce cours de guide interprète, c'est ça qui était la bougie d'allumage pour me donner le gosse d'aller plus loin, d'emmener les gens, puis j'ai commencé tranquillement à pourvoirir des Trois-Lacs, là, un peu imposteur. Là. Il y avait personne. Tu sais, de toute façon, la main-d'œuvre, il n'y en a pas. Je suis pas pire que les autres. Là, mais j'ai été surpris d'avoir la réponse des clients. Là. Ça, c'est ça qui m'anime encore. Là. C'est à chaque fois que je pars avec un groupe, des fois, il n'y a même pas beaucoup de champignons dans le bois, mais on arrête dans un arbre puis on peut jaser durant 5 minutes. on a de l'improvisation à travers ça, puis l'interaction avec les gens, ils posent des questions, puis des fois ils nous emmènent des réponses qui vont nous servir pour plus tard. Là. Je me mets mis de pression. J'ai parti de mon entreprise en 2020, en pleine pandémie. La vie est moche. C'était un nom prédestiné, là, mais c'est de petit à petit. Puis là, les projets, ça arrête pas. Là, je suis à ma retraite. Là. Je n'ai pas de salaire à payer. Que ça me donne l'opportunité de pouvoir faire visiter sur mes terres, à moi, les terres de mes enfants. Puis en même temps, je commence à essayer d'avoir une relève, là, que ce soit mes enfants ou mes petits-enfants. Je commence jeune. À les intéresser, mais l'intérêt est là. C'est ça qui m'anime, parce que j'aime ça, faire découvrir le Kamouraska, le haut pays du Kamouraska. Mes projets, c'est d'aller m'étendre dans les autres municipalités du haut pays aussi, pour que ça soit le plus possible accessible. Si le cours que j'ai suivi avait pas été accessible, ben je serais pas ici aujourd'hui. On avait la chance dans ce temps-là d'avoir un cours pour 200$, 200 heures. C'est pas cher. C'est pas cher. À ça se fait plus, là. Que c'est la base, c'est d'en former des gens, les intéresser. Puis après ça, leur donner un petit coup de pouce. Puis là, on se sent appuyé par le Kamouraska. Là. C'est toutes les affaires que j'ai besoin, j'en parle à Pascal, puis 6 mois après, il y a un cours qui se présente, là, par hasard. Jean, je t'inscris. C'est ça qui me tient, là. Je l'appuie aussi de la municipalité de Saint-Bruno. La maire est encore ici aujourd'hui, là. Toutes les activités que je suis, M. Caron est tout le temps là. C'est le fun. Je me sens appuyé, les voisins aussi. On a parlé aussi de l'entente avec les voisins. Tu sais, le microtourisme, c'est pas une menace pour un producteur forestier, là. Ou même au contraire, il se demande qu'est-ce que tu fais sur ton terrain. Qu'est-ce que tu peux trouver intéressant dans une table d'épinettes, là, Puis si tu y vas, puis tu lui donnes confiance, ou un peu de rémunération aussi, regarde, ils savent très bien que tu fais pas ça pour faire de l'argent, là, on fait ça pour s'amuser, pour intéresser les gens, puis développer le tourisme dans le haut pays, qu'ils ont besoin beaucoup d'aide. C'est ça qui m'anime, moi, c'est essayer de développer. En plus, ma terre est toujours là. On prend des photos, comme on dit, là, ça brise rien, prendre des photos. Puis si les gens sont heureux, c'est ça qui m'anime. Merci, Jean. Ben, c'est ça, il nous reste 5 minutes. Et questions incluses? Donc, est-ce que je vais aux questions ou je pose ma question de tour de table? T'en penses quoi? Mood d'incertitude, ouais, un petit tour de table. Hein. Ben, un petit sur la projection future, à savoir, vu votre expérience, vu ce que vous voyez en ce moment dans le secteur, comment vous voyez ça se projeter dans le futur? Et si aujourd'hui, là, il y avait un jeune qui venait de découvrir sa vocation dans le mycotourisme, quel conseil vous lui donneriez pour se lancer dans ce secteur-là de manière intelligente, disons? On va y aller. Un conseil peut-être en moins de 2 minutes par ouais, c'est ça. C'est un conseil. Le conseil. Ben, allez-y. Dans la vie, il faut foncer. Non, moi, j'ai une préoccupation que j'aimerais prendre 1 minute ici pour partager avec vous. C'est la perte de possibilités de développement mycotouristique à travers la surexploitation forestière.
c'est quelque chose qui touche notre entreprise, qui nous enlève des opportunités de développement. Et on parlait de perte d'habitat en milieu périurbain, ben on le vit aussi en milieu nordique. Donc, soyez militants si vous vous lancez là-dedans, ça va être important. Moi, je dirais peut-être d'être conscient du travail que ça demande, d'être réaliste là-dedans, mais de ne pas lâcher, vraiment de ne pas lâcher, d'être persistant là-dedans. Puis ça m'a beaucoup parlé, je pense qu'il va y avoir de quoi d'important qui va être à faire, pas juste dans... Je trouve ça fantastique, le travail qui se fait au Kamouraska, puis qui se fait en Mauricie. Moi, je suis dans la Métis, dans l'est du Bas-Saint-Laurent, puis j'étais un petit peu toute seule dans mon domaine. Fait que là, je suis en train de parlementer avec d'autres gens qui offrent de l'agro-tourisme dans mon secteur pour essayer de se réseauter. Je pense que travailler en équipe avec les gens du milieu, c'est vraiment important. Puis... c'est ça. Puis c'est sûr que je pense pas qu'il va pouvoir avoir 3 mycologues qui vivent de tout ça par village, tu sais. Mais je pense que de croire en la possibilité que ça peut diversifier les revenus qui viennent de la forêt, je pense que c'est vraiment une des portes pour l'avenir. Voilà. Puis de pas avoir peur de se diversifier, puis c'est ça, d'être créatif dans votre offre. Tu sais, parce qu'avec les changements climatiques, on parle de l'avenir, ça en fait vraiment partie. Moi, depuis 25 ans que j'observe ça d'une façon plus approfondie. Puis, je m'étais toujours dit, je vais axer surtout l'été, je fais des randonnées plantes, randonnées de bord de mer, là, sur les breuvages forestiers, de toutes sortes. J'en fais un petit peu sur les champignons, mais j'axe beaucoup mes champignons en septembre parce que le plus de chances. Puis cette année, l'année passée, en 2022, on a vraiment vécu le mois le plus bizarre, pas de champignons, on a fait des belles activités quand même. Donc, il a fallu de créativité, de miser sur la découverte de l'habitat, sur les aspects gustatifs des champignons. Vraiment, tu sais, donc, il va falloir être très créatif dans nos formules de type d'ateliers qu'on va donner. Donc, voilà. Donc, ayez pas peur, foncez, laissez aller votre imagination, puis diversifiez-vous aussi, je pense. Se diversifier, peut-être pas juste compter sur une activité, sur plusieurs, pour réussir à vivre de ça, c'est fondamental. Voilà. On est tous d'accord, hein? S'il y a des futures personnes qui veulent se lancer, allez-y. Moi, j'aurais tendance à virer un peu la question de bord en disant, pour les futures personnes qui veulent se lancer, ben ça prendrait une meilleure reconnaissance de la part des autorités compétentes. Moi, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a un créneau d'aventure et d'écotourisme chez nous. Je les ai approchés quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Ils m'ont dit non, ça rentre pas dans le tourisme, ça rentre pas dans le tourisme d'aventure, donc le microtourisme, ça nous intéresse pas. Ce qui est totalement, selon moi, aberrant. Et on parle d'autorité, des autorités aussi, mais on parlait d'assurance ce matin. Vous donner un exemple, là, on s'est assuré cette année. On a eu notre augmentation comme tout le monde. Et après quelques jours, j'en parlais avec Judith ce matin, on a reçu un addenda à notre assurance. Je lis ça. Je ris un peu, tu sais. J'appelle mon courtier d'assurance et dit oui, c'est bien ça. L'addenda qu'ils m'ont envoyé, c'est oui, on vous assure, mais vous n'êtes pas assuré pour la consommation de psilocybine. Ça vous donne une idée de la méconnaissance des autorités présentement de ceux qui nous assurent. Les psilocybines, c'est les champignons psychédéliques pour ceux qui le savent. Bon, ben moi, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut débuter, c'est d'abord faire une initiation aux champignons forestiers. Alors, à ce moment-là, la personne, c'est là que tu pognes la piqûre, là, tu sais. Fait que là, si tu continues après ça, ça veut dire que tu vas probablement devenir un passionné, et puis tu vas faire un cours de cueilleur certifié, puis après ça, tu vas faire ton cours de guide de mycologue. Tu sais, quand même, ça, c'est quand même en place, là, tu sais. Fait que, en tout cas, en Mauricie, là, puis dans le Kamouraska aussi, à ce que je vois. Donc, donner la piqûre à des gens, ça fait que ça prend des passionnés pour donner la piqûre à des gens pour la cueillette de champignons. Et ensuite de ça, continuer à évoluer là-dedans. Puis, vraiment, puis pour revenir, qu'est-ce que Renaud disait, là, c'est les forestières, là, nous autres au Lac-Édouard, comme je vous ai dit, on reste dans le bois, là, on se bat avec eux autres, là. Il y a rien de pire que quand tu arrives sur un territoire de cueillette, j'en parle, puis j'ai le frisson sur les bras, là, puis qui sont passés, eux autres, là, c'est la destruction totale. Fait que c'est pas drôle, là, tu sais, fait que être à l'affût de quand ils vont venir, ça se planifie, ça, là, avec la municipalité et tout, là, fait que nous autres, on a eu une rencontre avec un ingénieur forestier qui nous a dit,
Ils s'en viennent là. Fait qu'on a eu un audit avec pour que lui, après, puisse aller parler au gouvernement puis dire, regarde, il y a des cueilleurs là, dans le coin. Là, parce que c'est une ressource qui est complètement morte. Là. C'est mort après qu'ils soient passés, eux autres. Fait que ça fait vraiment mal au cœur. Donc, bonne chance à ceux qui veulent se lancer dans le mycotourisme. J'en ai un. C'est sûr que le mycotourisme, ça reste pour moi une activité saisonnière. Alors oui, ça peut devenir un revenu, mais Nadia, tu l'as dit, il faut être diversifié parce que je pense pas que personne vit ici uniquement de ça. C'est pas suffisant, là. Donc, ça reste une activité à intégrer dans d'autres activités lucratives. Par rapport aussi au site de cueillette, si on démocratise davantage les parcs provinciaux, fédéraux, pour moi, ça devient une alternative là à trouver des territoires. Alors, je pense que ça va être un travail à faire. Moi, je m'engage à le faire en tout cas s'il y a des gens qui veulent participer pour faire du lobbying à ce niveau-là. C'est drôle, on a un territoire immense, la plus grande forêt publique au monde, je pense, et puis c'est difficile d'aller cueillir des champignons. Il y a quelque chose d'ironique pour moi là-dedans. Fait qu'il y a juste à changer ça, puis le territoire va être à nous. C'est ça. Moi, un conseil que je pourrais donner aux futurs entrepreneurs, c'est de faire partie d'un réseau. C'est de continuer aussi la formation continue. Je pense que tu peux pas dire que je sais tout puis je m'en vais tout seul dans mon petit coin. Il faut travailler avec les autres, que ce soit des producteurs de mycélium, n'importe quoi. Là, il faut essayer parce que comme on dit, la saison est pas longue. Puis il faut se trouver quelque chose pour essayer de rester sur la carte durant 12 mois par année. C'est que même les sites Internet, c'est bien beau, là, mais c'est pas ça que les gens. Là, je pense que c'est d'avoir des gens autour de nous autres qui peuvent nous aider aussi, nous encourager. Pas des gens qui sont là, qui amènent plus du négatif que du positif, là. Puis, comme moi, je suis chanceux parce que je suis capable, à la retraite, on connaît plusieurs retraités qui ont beaucoup d'expertise puis qui ont du temps. Que ça coûte pas cher. On peut faire des échanges de services, puis les gens aiment bien ça. Puis, moi, j'ai peut-être pas la même problématique parce que c'est mes terres privées, là, mais malgré que ça reste limité, mais j'ai des bons contacts avec mes voisins que j'ai pas peur de me trouver de la forêt à Saint-Bruno. Il y en a en masse. Ouais, vas-y. Il y a une chose importante, je pense que j'ai oublié de dire. Je pense que ce qui a été mentionné ce matin, pour garder la crédibilité du secteur, je pense qu'une reconnaissance, ça va faire vraiment partie là, de l'avenir de notre de ceux qui se lancent puis de ceux qui sont en place maintenant. Donc, je pense que si on n'a pas la chance d'avoir une filière dans notre MRC, dans notre région, je pense que d'avoir quelque chose qui se passe au niveau du Québec, ça va être un point tournant là, pour l'avenir de ce secteur-là. Génial, merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions pour finir de la part du public. Donc, on a déjà nos deux... Ah, toi, tu prends pas de questions. On parle beaucoup de professionnalisation, structuration, mais vous, comme entrepreneur, si vous aviez une baguette magique, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que c'est du marketing, c'est du financement, accès à des capitaux, reconnaissance, peu importe, j'aimerais vous entendre parce qu'il y a plein de monde ici d'organisations de développement économique touristique. J'aimerais vraiment vous entendre de quoi vous avez besoin. Une chose. Moi, j'ai besoin de relève. Je commence à être âgé, je commence à être fatigué, puis je vois personne derrière moi. C'est ça ma préoccupation. Définitivement, moi, je l'ai déjà mentionné, une reconnaissance au niveau Québec parce que il s'agirait qu'une fois, on a déjà parlé de ça au niveau des restaurateurs dans le passé, pour la vente des champignons, mais je pense qu'au niveau mycotourisme, si on veut s'assurer que ce soit un secteur qui soit sécuritaire aussi, pour donner confiance aux gens, je pense que encore à l'heure actuelle, n'importe qui peut s'improviser guide de mycotouristique. Il n'y a pas d'obligation ou, tu sais, personne aujourd'hui peut aller faire de l'escalade, dire qu'il y a des guides d'escalade. Oui, c'est peut-être pas aussi dangereux au niveau physique, mais quand même, il y a un risque à la consommation. Donc, moi, je pense que ça, d'avoir un support là-dedans, que ça bouge pas dans 10 ans, que ça bouge bientôt,
Puis oui, c'est sûr, j'en ai parlé pour les régions peut-être qui sont en dehors, peut-être essayer d'étendre l'expertise des régions fortes dans les autres régions. Effectivement, du soutien pour des fois la promotion, parce que des fois, on se sent tout seul en tabarnouche dans notre coin de pays. Donc, peut-être des aides financières pour un petit peu structurer notre offre, des choses comme ça serait vraiment bienvenu. Donc, oui, certification, reconnaissance, soutien aussi, là, voilà. On va le voir cet après-midi là, dans un atelier qu'on va faire, mais au niveau de la publicité, là, il y a des gens comme Renaud tantôt qui disaient qu'il n'y a jamais manqué de gens pour ces activités, mais c'est quand même un enjeu avec la façon dont les réseaux sociaux sont rendus faits. Il faut payer pour avoir accès à un public, puis même en payant, on n'est pas at large, là, on n'est pas capable de rejoindre beaucoup de monde. Donc ça, c'est vraiment un enjeu là, pour nous là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du financement, hein, quand tu arrives avec des idées qui sont pas comme les autres, on va dire qu'on est encore dans les balbutiements, mais ça va bien, là, tu sais, mais tu arrives pour avoir du financement. Moi, je me suis déjà fait dire, écoute, mon entreprise était partie, là, ça faisait 5 ans, j'avais du monde qui venait puis tout, puis je me suis fait dire, ah ben là, Lorraine, t'es trop vieille. On peut pas te donner d'argent parce que, tu sais, si t'avais 35 ans, entre 35 et 40 ans, ça serait correct. Mais là, on peut pas te donner d'argent. Mais là, ils commencent à se ronger les ongles, là. Ceux qui m'ont dit ça. Puis justement, hier, j'ai eu un téléphone, ils ont affaire à moi. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Ben, je reviens avec mon histoire d'assurance, là. Moi, je pense que c'est la priorité, là, pour notre secteur. C'est vraiment d'être capable d'être assuré à moindre coût, pas par des pirates de Londres, mais par des gens d'ici qui reconnaissent ce qu'on fait. Alors, je pense que c'est essentiel, surtout si on a une relève puis qu'on a des employés. On a une responsabilité, puis c'est une responsabilité professionnelle. Donc, on donne des conseils à des gens, puis si l'erreur est humaine, puis aussi la compréhension. Des fois, on ne sait pas ce que les gens retiennent de ce qu'on a dit, hein. Et puis là, il peut y avoir un jeu du téléphone arabe, puis là, finalement, ben ce que tu as dit est déformé, puis tu es poursuivi, ben il faut que tu sois équipé pour te défendre. Puis c'est là où entre l'assureur derrière nous. Fait que moi, c'est ça ma priorité. Moi, c'est sûr que l'argent, c'est toujours intéressant, là. Mais c'est pas le nerf de la guerre, quant à moi, là, que dans le fond, parce que comme Luc qui disait tantôt, là, qu'une paire de bottines, puis il est capable de les guider partout, lui, là. Ça y prend pas un accueil, ça y prend pas rien, là. Mais si tu veux améliorer l'expérience client, si tu veux que les gens qui aient fait un tour avec toi, qui se rappellent pas justement on l'a arrêté en tour d'une épinette, puis on est reparti en tour d'une épinette, là, c'est que si tu veux y montrer quelque chose, et qu'il y ait des beaux souvenirs à ramener pour qu'il intéresse d'autres gens à venir, ben là, il faut peut-être un peu d'infrastructure, là. Puis, c'est par l'expérience que j'ai, là, ça fait 2 ans, mais moi, j'ai investi tout ce que je fais d'une année à l'autre, là, tout l'argent que j'ai fait dans la première année, je l'ai investi dans la deuxième année pour essayer de développer des choses, emmener des choses, mais tranquillement, parce que j'ai pas les moyens, là. J'ai une petite retraite, mais je suis passionné, que je garde, ça va prendre plus de temps. Si j'ai pas d'argent, ça va prendre plus de temps, mais c'est sûr que le temps, je n'ai peut-être pas autant que vous pensez devant moi, là, mais peut-être la relève, au moins, ils vont pouvoir en profiter, là. Mais moi, je travaille pour essayer de développer quelque chose pour puisse rester par après, là. Je sais pas comment ça va prospérer, là, mais en tout cas, je veux semer des graines qui vont pouvoir germer puis fructifier. Une belle main d'applaudissements pour nos panélistes.